Bonjour à tous. Donc moi je suis Tiffany Brun, je suis gynécologue. Donc on change un petit peu de sujet et je vais vous parler de la préservation de fertilité. Est-ce que vous avez déjà eu des cours là-dessus pour certaines personnes ou pas du tout? Si vous pouvez lever la main éventuellement ceux qui en ont déjà eu. Ok, donc il y aura peut-être des choses que vous connaîtrez déjà, mais c'est pas la majorité de la salle. Donc pour faire un petit peu la chronologie de la préservation, en fait, elle est liée à l'avancée de la PMA, de la FIV et des autorisations légales de tout ce qui est conservation de gamètes. Donc ça part d'assez loin, la préservation, la connaissance des spermatozoïdes, le fait d'arriver à les congeler, on est déjà dans le 20e siècle. La FIV, la manipulation de spermatozoïdes d'ovocytes, on est en 1978. Et en fait, à partir de 1999, en France, on va avoir la première autorisation à conserver des gamètes en cas de traitement potentiellement stérilisant. Donc, il faut vous dire qu'avant 1999, en France, on ne conservait pas de spermatozoïdes. Et là, on n'avait pas encore l'autorisation pour les conservations d'ovocytes. Et cette conservation, on l'a eue depuis les nouvelles lois de bioéthique de 2011, qui décrivent que toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut conserver ses gamètes. Et ça rentre aussi dans le plan cancer de 2014-2016. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis, mais les personnes qui ont eu donc un cancer éventuellement stérilisant il y a 20 ans n'avaient pas accès à tout ça. La préservation pour qui? Eh bien pour toute personne, quel que soit son sexe, son âge dans les limites qu'on va voir un petit peu après, sa situation, qu'elle soit célibataire, en couple, qu'elle va avoir des enfants. Quel que soit aussi le pronostic, à moins que la personne ne soit vraiment pas en capacité d'avoir accès à une préservation ou ne le souhaite pas, il faut quand même faire une information et discuter avec cette personne de ce qu'elle souhaite. Et donc, bien entendu, avant tout traitement qui pourrait avoir un éventuel impact, ce qui est donc le cas de pas mal de traitements en hémato. Ça va concerner à la fois les patients et patientes prépubères, mais aussi les patients post-pubères. Et pour tout ce qui est nourrisson, enfant, on va être sur des congélations de tissu germinal. À la fois chez le petit garçon, ça va être du tissu tésiculaire et chez la jeune fille, ça va être du tissu ovarien. Je parle de tissu parce que c'est des ovaires qui ne sont pas pubères et qui ne fonctionnent pas comme l'adulte. Donc on le propose vraiment quand le traitement va avoir un risque très important sur la fertilité. Et bien entendu, le consentement, ce n'est pas l'enfant qui va nous le donner, mais ça va être les parents. Et donc tout ça, c'est à discuter en fonction du pronostic, de l'état de santé et de la décision parentale. Chez l'adulte pubère, c'est plus simple. Pour le garçon, on va revenir après en détail pour chacun, mais ça va être après 12 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où on peut commencer à faire des recueils éventuellement par masturbation. Que la personne soit célibataire, en couple, qu'elle ait des enfants ou non. Et la limite de l'âge, elle va être pour la réutilisation ultérieure de ces paillettes. Donc c'est vrai qu'après 60 ans, on ne va plus trop préserver parce qu'on ne part pas sur la base d'une réutilisation. Chez la femme, la limite de l'âge, elle est plus basse et c'est pas tant la réutilisation, c'est la réserve des ovaires. Après 35-40 ans, on discute entre 35 et 40 ans, on a une altération des paramètres de la réserve et de la qualité des ovules qui va faire que l'intérêt d'une préservation va être très discutable. Bien entendu, ça va être une limite par l'état de santé, l'urgence du traitement, le pronostic, on le garde quand même dans un coin de la tête. Donc tout d'abord, chez la femme, la préservation de fertilité qu'on va pouvoir proposer. Petit rappel sur la réserve ovarienne. Toutes les femmes naissent avec une réserve d'ovules. Cette réserve, elle est maximale avant la naissance et à la naissance, elle a déjà chuté. Elle chute tout au long de la vie avec une accélération après 35-37 ans. Ça, c'est très important pour la préservation parce qu'on préserve à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, on ne part pas de la même base. Et donc, comme on explique aux patients, on leur fait ce petit schéma, on leur dit voilà, ça c'est la réserve ovarienne. Et puis, il y a des événements de la vie qui, à un moment T, vont altérer de façon prématurée votre réserve ovarienne. Ça va dépendre donc de l'âge, puisque vous voyez qu'on est la chute à 25 ans ou à 37 ans, on part quand même de moins haut. La réserve qui est inhérente à chaque patiente, et puis les traitements qu'on va donner, la chimiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie,
tout ça va s'ajouter les uns aux autres. Tous les traitements n'ont pas la même gonadotoxicité. Dans l'ensemble, les risques très élevés, ce sont les alkyles à forte dose. Les cyclophosphamide sont un risque très élevé en fonction de la dose cumulée. Et puis après, on a des traitements qui sont à risque modéré ou risque faible. Et donc, nous, on a des chimiothérapies quand les patientes viennent, qu'on connaît bien, on sait les effets. Et puis à des moments, il y a des choses qu'on connaît un petit peu moins bien et on regarde la composition, on regarde est-ce qu'il y a des cyclophosphamide, quelle dose est-ce qu'elle va avoir, et donc est-ce qu'elle est dans un risque modéré, un risque élevé, un risque très élevé ou un risque faible. Et de même, là, vous avez ce petit tableau qui reprend un petit peu les différentes chimiothérapies. Dans l'ensemble, pour ce qui est hémato, nous, ce qu'on voit énormément, c'est les lymphomes de Hodgkin. La BVD, ça a une toxicité sur le long terme qui est faible. En revanche, le BICOP, c'est très gonadotoxique. Pour les leucémies, c'est pareil, la toxicité est plutôt modérée. En revanche, si elles ont une greffe, là, on part quand même sur une gonadotoxicité très sévère. Et ce qu'on retient aussi, c'est que quand on débute une chimiothérapie, je vais revenir dessus, on ne peut plus proposer les mêmes préservations par la suite parce que, comme vous le savez, la chimiothérapie, elle va avoir un côté mutagène, et notamment sur les ovocytes. Et du coup, des ovocytes qui sont imprégnés de chimiothérapie, on ne peut plus les préserver. Donc, s'il y a une escalade thérapeutique, on se retrouve bloqué pour congeler des spermatozoïdes ou des ovules. Ovules, ovocytes, c'est la même chose. La radiothérapie, c'est pareil, c'est toxique. Chez la femme, il y a une double toxicité, à la fois la dose sur les ovaires, mais aussi s'il y a une irradiation de l'utérus. Donc, par exemple, les petites filles qui avaient des irradiations totales, elles ont ce qu'on appelle des utérus radiques, donc des utérus qui ne sont pas très bien vascularisés, qui ne se développent pas. Et là, le pronostic, au-delà de juste la réserve des ovaires, elle est aussi sur la capacité derrière à pouvoir mener une grossesse à terme. Après, il y a les risques d'irradiation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça, on gère plus facilement si les ovaires ne sont pas trop impactés. Alors la préservation, comment? Chez la femme, on a plusieurs possibilités. On a soit la possibilité de préserver des embryons, donc des débuts de grossesse déjà formés, ou des ovocytes. On peut aussi préserver des ovocytes après les avoir fait maturer in vitro au laboratoire. On peut préserver des bouts d'ovaires. Et puis le traitement médical, voilà, ça marche pas très bien. Donc dans l'ensemble, c'est pas ce qu'on propose. Ce choix de la technique, il va se prendre en fonction de différents paramètres. Tout d'abord, l'âge de la patiente, bien entendu, parce que qu'elle ait 20, 25 ans, 35 ans, on n'est plus pareil. L'avantage en hémato, c'est qu'elles sont plutôt jeunes, donc c'est vraiment nos patientes où on sait qu'on a un enjeu et un pronostic de préservation qui est très bon. Ça va dépendre de leur réserve ovarienne, parce qu'il y a des techniques, si la réserve ovarienne est un petit peu abaissée, qu'on ne peut pas proposer. Ça va dépendre de la chimiothérapie, ça va dépendre du type du cancer, ça va dépendre du type du traitement et des doses qu'il va y avoir. Dans l'ensemble, nous, quand on nous envoie une patiente, souvent, on lui propose une préservation. Comme je vous disais, la BVD, on sait que ce n'est pas toxique. Maintenant, il y a 10-15% des patientes qui vont avoir une escalade thérapeutique. On ne pourra plus préserver d'ovocytes, donc on le fait avant, on est tranquille, on n'a plus d'arrière-pensée. Voilà. Après ça, on l'explique aux patientes, on en discute avec elles. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. C'est libre à elles, bien sûr. Dans l'ensemble, la technique de référence, c'est le fait de préserver des ovules matures. Avant, on proposait des congélations embryonnaires parce que justement, on faisait une congélation. Et la congélation, ça abîme les ovules. Maintenant, depuis 2011, on a ce qu'on appelle la vitrification ovocytaire. Donc, c'est des techniques de congélation ultra rapides qui nous permettent de préserver les ovocytes et de les congeler dans des bonnes conditions. Donc, même si la patiente est en couple, même si elle a un désir de grossesse, on lui propose plutôt de congeler des ovules parce que c'est sa préservation à elle. Peut-être qu'avec le cancer, elle va avoir des changements dans sa vie, elle va se séparer de son conjoint. Si elle se sépare, les embryons, c'est fini, ils appartiennent au couple, elle ne peut plus les utiliser. Donc, on propose la préservation d'ovules. Par défaut, tous les mois, il y a un petit stock d'ovules qui se prépare sur les ovaires. Il y en a un qui croît pour donner un ovule qui va devenir mature, qui peut permettre une grossesse, les autres qui se détruisent. L'idée, c'est de préserver le maximum d'ovules et de préserver des ovules matures. Donc pour ça, il va falloir qu'on stimule les ovaires. On stimule les ovaires pour permettre à plusieurs ovules en même temps de se développer et ensuite pouvoir les récupérer, les congeler directement.
Ça, c'est la technique qui marche le mieux. Mais ça nécessite un petit peu de temps. Ça va nécessiter à peu près 10 à 15 jours de stimulation. Donc, c'est le mieux. Ça se fait chez la patiente pubaire. Mais il faut qu'on nous laisse le temps, qu'on nous laisse 10-15 jours et qu'il n'y ait pas de contre-indication à la stimulation et éventuellement à une anesthésie générale, mais on peut faire son anesthésie locale en cas de besoin. Donc on stimule les ovaires et ensuite on va aller récupérer les ovules par une ponction. C'est pas un acte très invasif, on va aller faire une échographie par voie endovaginale et sur notre sonde d'échographie, en fait, hop, excusez-moi. Sur notre sonde d'échographie, vous voyez ça, alors c'est un ovaire stimulé, on ne voit pas très bien, mais ça fait des gros ronds noirs. Et ça, c'est le bout de la sonde, et là, on a le vagin juste derrière. Et donc, on va, à travers la paroi du vagin, dans chaque follicule, donc bulle de liquide qui contient un ovule, aspirer le contenu. Ce contenu, il part dans des tubes comme ça, c'est du liquide, et au laboratoire, au microscope, ils vont récupérer les ovules et les congeler. Dans l'ensemble, notre objectif, c'est d'avoir au moins une quinzaine d'ovules parce qu'on sait que, d'après les études, on se laisse au moins 50% de chances d'obtenir une grossesse avec 15 ovules qui en a moins de 35 ans. Et bien entendu, plus l'âge avance, plus les chances de grossesse sont basses parce que les ovules s'altèrent avec l'âge, donc ont moins de chances de donner des grossesses. Par exemple, les lymphomes, c'est des patientes qu'on voit entre 18 et 30 ans. C'est des patientes qui ont en général une super réserve, une super qualité ovocytaire. Donc, c'est vraiment des patientes avec qui on obtient facilement 20 ovules. Donc, c'est vraiment des très bons pronostics. Sur cette diapo, vous avez pareil les probabilités d'obtenir une grossesse. Là, avec 8 ovocytes, on est avant 35 ans à 40%. Donc, comme je vous disais, plus on est jeune, mieux ça marche. Les avantages, c'est que c'est quelque chose qui est validé, c'est non expérimentable, on sait que ça marche. On peut démarrer n'importe quand par rapport à son cycle. La patiente, elle arrive en consulte, on fait le bilan, on démarre le soir même. Il n'y a pas de risque de réintroduire la pathologie en réutilisant les ovules. Et on n'impacte pas sa réserve ovarienne à faire ça, car on utilise les ovules du mois qui s'étaient préparés et qui se seraient détruits de toute façon, de façon automatique, si on ne les avait pas utilisés. Les inconvénients très relatifs, c'est que ça nécessite un délai. Les 10-15 jours, le temps de faire la stimulation, et le nombre, il est limité à ce qu'on obtient. Parfois, on a des patientes qui arrivent, plus dans le cadre des leucémies d'ailleurs, et on nous dit, en fait, elle commence sa chimiothérapie dans 3 jours, donc vous n'avez pas le temps de la stimuler. Dans ces cas-là, on peut faire des ponctions sur des ovules non stimulés. La différence, c'est que c'est une ponction qui est un petit peu plus difficile parce que là, vous voyez, vous avez un ovaire qui n'est pas stimulé et ça fait des tout petits ronds qui font entre 2 et 9 mm. Donc, en termes de ponction, c'est plus difficile. On obtient moins d'ovules. Et dans l'ensemble, ce sont des ovules dont 50% à peu près matures au laboratoire. Donc, voilà, quand on n'a pas le choix, on part là-dessus. Maintenant, c'est un peu moins bien. Ça marche quand même. On a eu de nombreuses naissances. Initialement, utilisées pour les ovaires polykystiques parce qu'on n'arrivait pas à stimuler les patientes, mais maintenant, c'est quasiment que pour la préservation dans le cadre oncologique. Il y a eu des naissances. Depuis 2014, on a eu des réutilisations d'ovocytes et on sait que ça marche. Maintenant, ça marche un petit peu moins bien que les groupes avec des ovules stimulés et matures. Vous voyez, on a un petit peu moins d'embryons à transférer, 3,5 contre 3,2. Et surtout sur les taux de naissance, alors là on est à 39 versus 20% de taux de naissance vivante. Donc, si on peut stimuler, on stimule. Si on ne peut pas, on a quand même des résultats satisfaisants avec les ovocytes issus de maturation in vitro. Donc, comme je disais, non expérimental, on peut le faire en urgence, il n'y a pas d'hyperstimulation ovarienne. Donc, par exemple, dans le cas du cancer du sein, quand les tumeurs sont en place dans ce côté-là, ça nous aide beaucoup. On n'impacte pas la réserve ovarienne parce que, pareil, on utilise les ovules du mois. Et le risque et l'inconvénient, c'est donc que c'est une difficulté opératoire supplémentaire. Une ponction, le risque, c'est l'hémopéritoine, donc d'avoir une hémorragie dans le ventre, qui pourrait éventuellement décaler la chimiothérapie. Nous, ça ne nous est jamais arrivé de devoir décaler un traitement, mais on le garde en arrière-pensée. On ne sait pas combien on va avoir d'ovules. Et puis le devenir et la qualité de ces ovocytes, on sait que c'est un petit peu moins bien.
Pour réutiliser ces ovocytes derrière, la patiente revient après que voilà, son cancer soit passé. On a l'accord de l'oncologue pour lancer une grossesse. Et là, on va réutiliser ces ovocytes en fait comme pour une fécondation in vitro classique. On décongèle les ovules, on les met avec les spermatozoïdes du conjoint. Ça forme un embryon au laboratoire. Et ensuite, on va déposer cet embryon dans son utérus. Il faut savoir que les ovocytes vitrifiés, on a des lyses à la décongélation, donc c'est-à-dire que tous les ovules qu'on va congeler ne vont pas se décongeler, tous ne vont pas donner d'embryons, tous les embryons ne vont pas se développer, et tous les embryons qui se sont développés correctement ne vont pas donner une grossesse. Donc c'est vraiment une pyramide, et l'objectif c'est d'en avoir le maximum au début. Et ces ovules, bien entendu, on peut les réutiliser, même si la patiente est en insuffisance ovarienne totale, que ses ovaires ne fonctionnent plus du tout. C'est pas un problème, on peut réutiliser les ovules dans ce contexte-là. Par moment, on n'a pas la possibilité de stimuler, on n'a pas la possibilité de faire une ponction avec maturation in vitro parce que la patiente a une réserve ovarienne trop basse. Comme c'est une ponction plus difficile, il faut que les patientes aient des bonnes réserves. Et chez les patientes prépubères, pareil, on ne peut pas stimuler des ovaires qui n'ont jamais été stimulés. Donc dans ces cas-là, il y a une autre technique qui existe qui s'appelle la cryoconservation de tissu ovarien, ce qu'on appelle le cortex. L'objectif, c'est d'aller prélever un ovaire ou un demi-ovaire et de congeler des morceaux de cortex, donc l'extérieur, parce que ces morceaux contiennent les ovocytes primordiaux et donc la réserve ovarienne profonde, on va dire. On le fait que dans les cas où on a un risque d'insuffisance ovarienne qui est très important, parce que contrairement au fait d'aller prélever des ovules, là, on va impacter la réserve ovarienne. On lui enlève un ovaire sur les deux. Donc après sa chimio, elle risque d'avoir une réserve qui est déjà chutée. Nous, on la fait déjà chuter en amont. Donc on ne le propose pas en premier recours, mais c'est la seule technique qu'on peut proposer un prépubère, et c'est la seule technique qu'on peut proposer si la chimiothérapie a déjà commencé. Comme je vous disais, les ovocytes, s'ils sont imprégnés de chimiothérapie, ce sont des ovocytes qui vont devenir aneuploïdes, qui ont des risques de ne pas donner de grossesse ou de donner un effet tératogène sur la grossesse. Donc, une fois que la chimio a commencé, la stimulation ovarienne, la ponction avec maturation, c'est fini. Maintenant, le cortex, on peut le faire parce que là, on va aller prélever des ovocytes qui n'ont pas été imprégnés par la chimiothérapie, parce que dans l'échelle de développement de l'ovocyte, ils sont vraiment au tout début et ils n'ont pas la même vascularisation, donc pas la même imprégnation par la chimiothérapie. Là, c'est pour vous donner une petite image d'un ovaire. Là, par exemple, vous avez un corps jaune et puis vous avez des petits points là. Et ça, ce sont des ovocytes en début de cycle. C'est ceux qu'on prélève qui ont fait une maturation in vitro. Et notamment quand on fait un cortex, on peut faire de la maturation ex vivo, donc c'est-à-dire qu'on va prélever l'ovaire, aller avec une seringue prélever les petits ovocytes là et les envoyer au laboratoire plus congeler de l'ovaire. Donc des fois, ça permet de faire de 2 en 1. Pour réutiliser cet ovaire, c'est de la transplantation, on la transplante ultérieurement, donc on réouvre au niveau de l'ovaire qui reste et on va aller déposer des petits bouts de cortex qui vont se revasculariser par eux-mêmes. Historiquement, en fait, on a essayé de le mettre un petit peu n'importe où, ces bouts de cortex, notamment sous le bras, parce que ça permettait de les suivre en échographie. Et l'idée, c'était d'aller ponctionner l'ovule qui maturait dans le bras, parce que c'était facile, et puis d'aller faire de la FIV dessus. En pratique, on ne le fait plus parce qu'on peut avoir des grossesses spontanées si les bouts d'ovaire sont mis au bon endroit et que du coup la trompe peut naturellement aller récupérer l'ovule qui est libéré. Donc on ne le met plus sous le bras. Et en 2004, il y a eu la première grossesse sur une réintroduction de cortex, donc justement une patiente qui avait eu un lymphome. On lui avait prélevé un ovaire entier avant sa chimio en 97. Alors ça, c'était pas en France du coup. Et à 32 ans, on a pu le réutiliser. Et ça a permis du coup une grossesse spontanée qui s'est bien passée avec un accouchement d'une petite fille par la suite. Donc après, il y a eu plein de publications qui sont sorties à partir de 2004 sur les réintroductions de cortex, beaucoup de causes
hématologique dans l'ensemble. Et notamment, là, cet article, il est intéressant parce que c'est un cortex qui a été prélevé chez une jeune fille qui commençait tout juste sa puberté. Donc, elle avait eu un début de puberté, mais elle n'avait pas encore ses cycles. Et en fait, on a réintroduit l'ovaire et ça a quand même permis d'avoir une grossesse spontanée. Donc ça, c'est hyper intéressant en termes de pronostic pour les jeunes filles prépubères. Donc là, elle avait quand même une puberté commencée, mais voilà, on espère que ça marchera aussi. Enfin, ça marche d'ailleurs pour les plus jeunes. En 2023, on a eu dans le monde 360 transplantations et 200 enfants qui sont nés d'une greffe de l'ovaire, de cortex ovarien, et quand même des super taux de grossesse, qu'on est entre 40 et 50% de taux de grossesse par réintroduction. Plus la patiente est jeune, plus le pronostic est bon parce que ces ovules qui sont sur son ovaire sont de meilleure qualité. Et il n'y a eu qu'un seul cas de malformation sur tous ces enfants. L'intérêt aussi de la réintroduction du cortex, c'est que les petits bouts d'ovaire se remettent à fonctionner et rétablissent une fonction endocrine. Donc votre patiente qui a une insuffisance ovarienne, qui n'a plus d'hormones, plus d'oestrogène, plus de progestérone, qui est obligée de prendre un traitement hormonal substitutif, et bien quand on réintroduit le contexte, elle a son ovaire qui peut refabriquer naturellement des hormones. Et dans l'ensemble, on a une durée moyenne de vie de ce cortex ovarien qui va de 6 à 54 mois. Donc c'est quand même très intéressant. Comme autre effet. Et pareil, il y a une possibilité d'induction de la puberté. Si l'ovaire se remet à travailler spontanément chez une jeune fille non pubère, elle peut faire sa puberté spontanée. Alors là, je vous ai remis des slides qu'on avait pris au congrès du Gréco, qui est justement le congrès de réutilisation, donc qui n'est pas très propre, mais qui montrait les réutilisations actuelles de préservation, et c'est beaucoup de cas hématologiques quand même dans l'ensemble. Leucémie, 225 patients, lymphome, 33 patients. Et cette diapo pour vous montrer, voilà, en France, ce qu'on a préservé actuellement. C'est principalement dans le cadre du lymphome de Hodgkin qu'on a préservé du cortex. Nous, typiquement, quand on voit un lymphome, si elle a de l'ABVD en première ligne, on fait une préservation. Des BVD de BICOP, si on peut stimuler, on stimule, on préserve des ovules et on leur dit toujours, s'il y a une intensification de la chimiothérapie, c'est-à-dire que si on passe à plus de 2 cures de BICOP, vous nous recontactez et on prélèvera un cortex, parce que là, le risque d'insuffisance ovarienne, il est très important. Donc, du coup, on prélèvera un cortex en plus pour se donner le maximum de chances. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lymphomes. Beaucoup aussi de naissances sur les réutilisations, avec quand même 81 grossesses sur 60 patientes et des grossesses dans l'ensemble qui se sont bien passées. Et la majorité de ces grossesses sont des grossesses spontanées. Et ça, c'est vraiment le top qu'on puisse faire. Maintenant, le problème du cortex, et qui s'est posé dès le début, c'était le risque à la réimplantation. Est-ce qu'on risquait de réintroduire la pathologie sous-jacente ? Donc il y a des études qui l'ont analysé, et dans l'ensemble, pour tout ce qui est lymphome non-Hodgkinien et Hodgkin, les études sont quand même plutôt rassurantes et les risques de réintroduction de la maladie sont extrêmement faibles. Maintenant, pour tout ce qui est leucémie et lymphome de Burkitt, on est sur des risques élevés de réintroduction. Donc on prélève. Et on se dit qu'avec l'évolution des techniques, on va peut-être pouvoir à un moment quand même les regreffer sans risquer de réintroduire la pathologie en faisant des analyses sur les morceaux de cortex. Donc pour l'instant, c'est discutable, mais sur cette étude, par exemple, il y a un cas pour une leucémie lymphoblastique où on a réintroduit du cortex. Et donc, une histoire où la patiente, elle a quand même eu à 14 ans sa leucémie. On a prélevé un hémi-ovaire avant sa greffe et 15 ans après sa rémission. Elle était en insuffisance ovarienne précoce. On a réintroduit des morceaux de cortex après une analyse avec les recherches de marqueurs tumoraux sur les fragments conservés. On a essayé 4 tentatives de FIV qui n'a pas permis de grossesse. Et finalement, on a regreffé d'autres morceaux qu'on avait en réserve. Elle a eu un ovocyte, un embryon, un enfant, puis une grossesse spontanée. Donc, c'est pour ça, on prélève et puis on se dit qu'avec l'avancée, on est en continuelle évolution, on va toujours faire mieux.
Donc l'avantage du cortex, c'est que, comme je vous disais, on peut réintroduire la fonction endocrine, c'est pas négligeable. C'est possible, c'est l'enfant, c'est praticable en urgence, on peut le faire à n'importe quel moment du cycle, et c'est la seule chose qu'on peut faire après une cure de chimiothérapie. Maintenant, donc l'expérimental, on l'a plus trop, mais ça reste une procédure qui nécessite une célioscopie, donc une chirurgie avec une anesthésie générale. Y a beaucoup de patientes qui refusent aussi parce que ça fait lourd, des parents qui refusent aussi parce que ça fait lourd pour leur enfant qui est en cours de traitement. Mais bon, c'est toujours la balance bénéfice-risque qui se discute. Et puis l'âge limite, c'est vrai qu'après 35 ans, le cortex se discute beaucoup plus parce qu'on a une altération de la qualité des ovules et la balance bénéfice-risque n'est plus toujours favorable à cette technique. Dans l'ensemble, une patiente, quel que soit son âge, qui va avoir un traitement qui a risque gonadotoxique, il faut l'adresser en consultation de préservation pour l'information. Même si elle est en cours de traitement, qu'elle n'a pas eu de préservation, ça peut valoir le coup de faire un point s'il y a une escalade thérapeutique ou qu'on sait qu'on est à risque d'insuffisance ovarienne précoce pour qu'on fasse un cortex. Et il faut aussi qu'on voit les patientes après leur chimio ou leur radiothérapie. On leur propose toujours de refaire le point. Alors je parle pour les patientes pubères, hein, pour les enfants c'est un peu différent. Mais pour les patientes pubères, 2 ans après la fin des traitements, pour évaluer avec elles leur fonction ovarienne, discuter de la contraception, discuter des possibilités de grossesse spontanée avec PMA. Et des fois, on peut aussi faire des stimulations de rattrapage. Une patiente qui va, après sa chimio, avoir une grosse baisse des marqueurs de sa réserve ovarienne. Voilà, elle a 22, 23 ans. On se dit, bon, ben là, la réserve nous permet encore de faire quelque chose. Ça risque de se dégrader encore dans le temps parce qu'il y a l'âge qui avance. Et on réessaye quand même des stimulations pour préserver si jamais elle veut un enfant à 30 ans et que à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Voilà chez la fille. Maintenant, chez l'homme, c'est pareil. Les chimiothérapies vont avoir un impact. Et il faut savoir que dans l'ensemble, les spermatozoïdes sont plus sensibles que les ovocytes à la chimiothérapie. Mais ça dépend toujours de la molécule, de la dose, de la durée, de la personne, du spermogramme sur lequel on part. Les alkylants restent très très gonadotoxiques. Et c'est dose dépendante et dose cumulée totale qui va donner le pronostic. La radiothérapie, c'est pareil, c'est à risque et en fonction de la dose de radiation, on va avoir un effet qui va être plus ou moins majeur. Et chez l'homme, c'est la dose fractionnée qui va être plus délétère que la dose unique. Alors là, j'ai repris un petit tableau qui est un petit peu lourd, mais qui reprend quand même en fonction des doses, notamment, qui était intéressant donc pour les chimiothérapies, en fonction des chimios qu'on va avoir, les risques qui sont faibles, les risques qui sont modérés ou élevés, et puis en fonction de la chimio, de la radiothérapie, de les doses, et après 20 Gray, il y a un risque sur la fonction endocrine aussi, et éventuellement la nécessité de déclencher la puberté chez le jeune garçon. Pour préserver chez l'homme, c'est un petit peu plus facile. Il y a 2 techniques, prépubère, postpubère. Soit on préserve des spermatozoïdes, soit on préserve du tissu testiculaire. Donc, chez le garçon postpubère, la technique de référence, ça va être la congélation de spermatozoïdes. Ça se met en œuvre très rapidement. Le patient vient, il fait son recueil, on essaye de congeler le maximum. S'il peut faire plusieurs recueils, on fait plusieurs recueils. Et ça se congèle, ça se décongèle très bien. Les spermatozoïdes sont beaucoup plus résistants que les ovules à la congélation et la décongélation. Donc, il faut que le patient vienne, qu'il fasse des recueils par masturbation. Et c'est un peu là où on va avoir une limite, et la limite de l'âge. En gros, on propose à partir de 12 ans. Et en fait, on fait une première consultation où on discute avec le jeune garçon s'il s'est déjà masturbé ou pas. Et si c'est pas le cas, bon bah voilà, on discute. Souvent, il y a les parents qui sont là ou pas. On force pas les choses. Si c'est pas possible, c'est pas possible, et on verra autrement. Et puis, il y a aussi des moments où les patients sont quand même très altérés par leur maladie et ils ne peuvent pas faire de recueil. Et en plus, la maladie altère les recueils, donc on a souvent des recueils qui sont un petit peu moins bons, donc plus ils peuvent en faire, mieux c'est. Donc, ils font leur recueil, ensuite on congèle au laboratoire et puis on garde sous forme de petites paillettes, donc c'est des toutes petites pailles qu'on peut garder comme les ovules ad vitam.
Ça marche bien, c'est la technique de référence. On peut préserver en très grande quantité. En fonction de ce qu'on a, on pourra faire soit des inséminations, soit de la FIV. Si on fait de la FIV, ça nous permet d'utiliser le moins de spermatozoïdes possible. Donc, en préservant des spermatozoïdes, on peut penser à avoir plusieurs enfants sur une préservation. Pas de risque de réintroduire la pathologie. Les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas le faire chez les prépubères et s'il n'y a pas de masturbation, ben, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc chez les jeunes garçons prépubères, on conserve de la pulpe testiculaire, quel que soit leur âge. Ça nécessite une chirurgie et ça reste aussi de la recherche, car actuellement, on n'a jamais chez l'homme réutilisé et pu récupérer des spermatozoïdes sur de la pulpe testiculaire. Maintenant, comme je vous disais, on évolue constamment et on le propose parce que peut-être, là actuellement, on congèle chez des très jeunes garçons qui vont réutiliser dans 20 ans potentiellement, et dans 20 ans, on ne sait pas ce qu'on sera capable de faire, donc peut-être qu'on arrivera à faire de la spermatogénèse in vitro, ce qui est assez probable, donc on propose quand même une congélation de pulpe. Ça se fait au laboratoire, on prend des fragments de testicules, pas le testicule entier, et bon, c'est de la congélation lente et on laisse ça dans des cuves comme ça à quasiment moins 200 degrés. C'est accessible chez le garçon prépubère, ça nécessite une chirurgie et actuellement, on n'a pas encore pu réutiliser, donc ça reste vraiment de l'expérimental. Et voilà, après leur cancer, ne pas hésiter à nous les réadresser pour justement faire le point. Si c'est un homme pubère, eh ben, ça vaut le coup dans la suite de faire des réévaluations de spermogramme pour qu'il ait une petite idée quand même de sa fertilité et qu'il n'essaye pas 2 ans avec sa conjointe d'avoir un enfant si il est totalement infertile. Et c'est pareil, on leur dit que dans le temps, ça peut quand même récupérer et on peut avoir des améliorations 5, 6, 7 ans après. Donc sur un recueil à 2 ans où on ne retrouve pas de spermatozoïdes, on ne parle pas non plus de stérilité, on réévalue dans le temps. Chez la femme, c'est pareil. Alors chez la femme, c'est très important aussi, parce que chez l'homme, la fonction endocrine, elle est beaucoup moins touchée que chez la femme. Chez la femme, car la fonction exocrine, donc les ovocytes ne marchent plus, la fonction endocrine ne marche plus non plus quasiment. Donc chez la femme, c'est très important de la revoir pour évaluer ses cycles et discuter avec elle des chances de grossesse spontanée, de la réutilisation de ses ovocytes. Et il faut savoir qu'une jeune femme qui a une réserve ovarienne catastrophique après une chimiothérapie, si elle a des cycles, ça veut dire qu'elle ovule et elle a tout à fait des chances de grossesse spontanée. Donc il faut être très prudent aussi en termes de contraception. Chez l'enfant, en fonction de ce qu'il a eu, éventuellement l'adresser en centre d'endocrinologie pour discuter de l'induction de la puberté. Et puis, il faudra aussi discuter avec eux, en fonction de leur âge, du projet de grossesse ultérieur et des possibilités qu'on aura en fonction de ce qu'on a préservé ou pas préservé d'ailleurs. Et la dernière option, bien sûr, si on n'a pas pu préserver ou que la préservation ne fonctionne pas, il reste le don de gamètes et c'est quand même quelque chose qu'on aborde avec eux à la consultation, en leur disant, voilà, si on a des ovules, si on a des spermatozoïdes, on peut faire ça. Si on n'en a pas, on réévalue. Et si à la toute fin, il n'y a rien qui marche, sachez qu'il existe aussi le don de gamètes qui peut vous permettre de porter une grossesse. Voilà. Là, à Rennes, nous, on a une plateforme qui est dédiée en oncofertilité à la préservation, avec une infirmière qui est dédiée, avec qui on peut échanger par mail ou par téléphone. Et l'idée, c'est dès qu'il y a une demande qui est envoyée, dans les 48 heures, on prévoit un rendez-vous avec le gynéco, si c'est une femme, le biologiste pour explication de tout de ce qui se passe au laboratoire, et avec l'anesthésiste, si jamais il y a besoin d'une ponction, chez la femme, d'une ponction d'ovocytes, avec l'infirmière qui gère tout ça et qui interagit pas mal avec le patient pour leur proposer immédiatement une prise en charge, que ça soit en stimulation, en préservation. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce topo, c'était vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est un sujet auquel on n'est pas forcément très sensibilisé, en tout cas pendant notre internat, en tout cas c'est mon cas. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah, là, il y en a. Qui a levé la main?
Merci beaucoup. Vous avez dit que la durée de vie moyenne du cortex ovarien, quand on le réintroduisait chez la femme, c'était en mois. Moi, je pensais en fait, à tort apparemment, il persistait toute la vie. Bah non, parce qu'en fait, c'est des petits morceaux de cortex, hein. C'est pas un ovaire, c'est vraiment des tout petits morceaux qu'on découpe et on les réintroduit pas tous en même temps. Donc en fait, en termes de quantité, ça ne va pas durer toute une vie comme un ovaire entier. C'est pour ça qu'on en garde toujours un peu sous le coude pour se dire qu'on peut éventuellement en réintroduire par la suite. Donc si la femme veut garder une fonction endocrine, vous allez faire de façon itérative, refaire des introductions de cortex? Non, le cortex, on le réintroduit pour une grossesse. C'est du bénéfice, la fonction endocrine, mais comme ça nécessite quand même une chirurgie. Après, tout se discute, mais initialement, c'est vraiment pour une grossesse qu'on le réintroduit. Maintenant, par exemple, pour les cancers du sein, on se pose un peu la question, parce que des patientes qui, des fois, vont être en insuffisance ovarienne et n'auront pas le droit au traitement hormonal, donc on est sur un autre contexte, mais bon, d'être en insuffisance ovarienne à 35 ans, ça peut être un peu pénible, et pour cette raison-là, ça peut éventuellement se discuter. Mais sinon, c'est vraiment pour la grossesse qu'on le réintroduit. Et l'endocrine, c'est du bénéfice. D'accord, donc elles perdent tout le temps leur fonction endocrine en fait. Bah, si elles sont en insuffisance ovarienne précoce, oui, mais du coup, on les revoit et on leur donne un traitement hormonal, parce que c'est pas une contre-indication qu'il y a eu un cancer hématologique. Au contraire, il faut leur donner absolument un traitement hormonal. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je me posais la question, du coup, dans les conservations de cortex, est-ce qu'il y a une différence entre les filles qui ont reçu de la chimiothérapie ou pas reçu de chimiothérapie en termes de rétablissement de la fonction endocrine et en termes de nombre de fausses couches, notamment? Oui, c'est pour ça qu'on essaye, quand on sait qu'on va faire un cortex, de le faire le plus vite possible pour qu'il y ait le moins d'imprégnation de la chimiothérapie. Sachant qu'il y a certaines chimiothérapies qui entraînent une immunodépression, donc on essaye de jongler pour faire le cortex juste pendant la bonne fenêtre où on est un petit peu moins à risque. Mais oui, plus tôt on le fait, mieux c'est. C'est pour ça qu'on leur dit, s'il y a une intensification, on se revoit avant l'intensification pour essayer de limiter au maximum l'impact. Merci. Oui, merci. Moi aussi, j'ai deux questions. Alors, la première, juste par rapport à votre première diapo, pour les nourrissons, vous dites si le risque de stérilité est supérieur à 90%, on leur propose la conservation. Et je trouve ça très impressionnant parce que si moi on me disait votre fils ou votre fille, il a 50% de chance d'être stérile, je voudrais déjà qu'on lui En fait, à 90%, on ne discute pas trop. 90%, c'est impressionnant comme risque. Est-ce qu'à partir d'un risque, je sais pas moi, plus faible, on peut proposer? Oui, on le discute. Oui, hein. Oui, en fait, Parce que de toute 90. façon, on est toujours en lien avec les hématopédiatres. Chez les nourrissons, c'est très rare qu'on en fasse, hein. On est plutôt chez les 2 ans. À partir de 2 ans, Oui, plutôt, on c'est une préserve. situation exceptionnelle. Ouais, on est plutôt sur du 2 ans en plus bas et on discute en fonction de ce qu'ils vont avoir, sachant qu'on prélève un ovaire sur les deux, donc mine de rien, on en laisse un aussi qui peut fonctionner. Ouais. Donc c'est vrai, oui, plus de 50% déjà, on commence à discuter, mais comme ça reste chez les jeunes un acte très invasif, chez des enfants, c'est plus compliqué aussi, et on attend que ça soit vraiment plus trop avoir le choix. Ok, merci. Et ma deuxième question, ça concerne tout bêtement, parce que les mesures chimiques de préservation de la fertilité, et notamment le décapeptyle. Pardon, j'ai pas entendu le dernier mot. Pardon, le décapeptyle. Ah oui, alors le décapeptyle, ça marche pas. La pilule en continu. Ça marche pas. En fait, l'idée du décapeptyle, c'est qu'on suspecte qu'il y a une partie de l'insuffisance ovarienne qui est due au fait que la chimiothérapie fait sortir beaucoup d'ovocytes de la réserve et que du coup, ces ovocytes, il y a une sortie massive et du coup une destruction massive par cette sortie. Et le décapeptyle bloquerait l'axe hypothalamo-hypophysaire et empêcherait cette sortie massive. Ça, c'est la théorie. En pratique, les études avec le décapeptyle n'ont pas montré de bénéfice. Donc, nous, on ne le propose pas, mais c'est souvent proposé par les oncologues. Donc, auquel cas on le fait. Et quand même, le deuxième intérêt du décapeptyle, c'est que ça bloque l'axe. Donc, ce sont des patientes qui n'ont plus leurs règles et qui ont une contraception, enfin, c'est ce qu'on appelle une ménopause induite, pendant le temps du traitement. Donc, mais ça peut leur donner aussi des bouffées de chaleur. Donc, c'est histoire de dire qu'on fait quelque chose, mais les études n'ont pas montré de bénéfice.
Après, la pilule c'est pareil, pour le coup, ça n'a pas montré de bénéfice, mais on la met systématiquement aussi pour le risque tératogène de la chimiothérapie si jamais elles ont des rapports. Ok. Et pour bloquer les règles, par exemple, on met souvent une pilule progestative pour que les patientes qui soient en cours de chimio, qui vont avoir des plaquettes effondrées, ne saignent pas trop. Oui. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Ouais. Par rapport au risque tératogène, justement, chez une femme chez qui on n'a pas pu faire de recueil d'ovocytes, est-ce que vous avez une durée minimale de contraception post-chimiothérapie à conseiller ou pas? 18 mois à 2 ans. Et par exemple, si on doit proposer une préservation post-chimiothérapie, on attend 2 ans. D'accord. Merci. Pardon, merci. Juste question courte. L'infertilité sous ABVD, vous arrivez à la chiffrer? Parfois, les patientes elles demandent pour prendre leur décision sur Non, je leur dis que c'est pas cortex. toxique pour les ovaires. Franchement, l'ABVD, moi j'en ai revu plusieurs en post-ABVD, elles ont des réserves ovarines qui sont un petit peu abaissées, mais comme c'est des patientes jeunes, ça va. Mais on les préserve quand même au cas où elles aient l'escalade. Ma question suit un peu la tienne. Dans certains centres, on utilise maintenant le Bicode et plus le Bicop, qui est justement moins gonadotoxique. Et plus gonadotoxique. Il est beaucoup plus gonadotoxique. Le Bicop. Non, le Bicode. Ah. La carbazine à la place de la procarbazine. Et justement, dans pas mal de centres, j'ai l'impression qu'on leur propose plus de... Enfin, on est beaucoup moins dynamique, enfin actif sur cette proposition de la fertilité. Est-ce que vous conseillez quand même maintenant qu'on n'a plus le Bicop, d'envoyer les patientes se faire préserver? En fait, c'est un peu des politiques de centre aussi. Nous, c'est vrai qu'à Rennes, on préserve beaucoup. Je suis passée à Lyon, et à Lyon, ils ne préservaient pas s'il y avait de la BVD, et ils faisaient en cortex si jamais on intensifie un Bicop. Donc, c'est un peu des politiques. J'avoue qu'à Rennes, j'ai l'impression que, pas dire de bêtises, mais qu'il y a quand même facilement du Bicop derrière la BVD. Donc, on préserve. Dans le doute, on préserve. Mais c'est très centre dépendant. Et j'ai une question aussi, contraception. Il y a des services qui vont faire de l'énantone et d'autres plutôt la pilule. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mieux toléré ou... C'est 2 agonistes de la GnRH, on peut mettre l'un comme l'autre. Merci, je suis désolée, va falloir qu'on abrège les questions, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant.